Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Delphine Sakbaki, vous suivez de près l'actualité sociopolitique du Togo. Le dialogue inter-togolais, le communiqué ayant sanctionné la rencontre du 27 juin dernier avec les facilitateurs suscite débat et polémique. Vous en faites quelle analyse? Ma première question. Cela ne devait pas avoir droit de citer de faire du communiqué de la CEDEAO un débat stérile d'ailleurs, parce que le communiqué diplomatiquement a été clair. Mais, comme vous le savez, j'ai des observations à faire par rapport à certaines sorties de certains ou certaines autorités togolaises. La première observation, c'est que j'ai pu me rendre compte que le pouvoir togolais et le gouvernement togolais ont fait du mensonge, et du mensonge à outrance, un système de gouvernance. Parce que nulle part ailleurs, lorsque vous parcourez le communiqué final, il n'est écrit qu'on doit obligatoirement organiser les élections En novembre. le 28 novembre. Cela s'apparente à la situation de la RDC. Oui, avant de vous laisser continuer votre analyse, je propose que nous puissions suivre le ministre Bahara, dont les propos ont suscité polémique au sortir de cette rencontre le 27 juin dernier. Gilbert Bahara a-t-il réellement dit que les élections doivent se tenir le 28 novembre prochain? Selon le communiqué de cette rencontre, ayant sanctionné la rencontre, nous pouvons l'écouter. Nous voulons profiter pour réitérer à leur Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, et professeur Alpha Condé, la reconnaissance et la gratitude du gouvernement et de l'ensemble des populations togolaises pour leur engagement, leur effort, leur solidarité et toutes les initiatives qu'ils n'ont cessé de prendre depuis le 19 août afin de promouvoir un climat d'apaisement, de rapprocher les points de vue des acteurs politiques togolais et de nous encourager vers une issue pacifique à travers le dialogue et la concertation. Vous savez, le gouvernement a toujours dit sa disponibilité à œuvrer afin que les réformes politiques puissent être réalisées. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à retenir, je crois que c'est essentiellement, nous avons profiter de la visite et des échanges avec les deux chefs d'État pour réaffirmer notre volonté et notre engagement à travailler avec les autres acteurs politiques en vue de la mise en œuvre des réformes. Et tout cela doit intervenir dans le respect de l'ordre constitutionnel et dans le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit. À partir du moment où toutes les parties prenantes comprennent et acceptent que toutes nos actions, toutes nos initiatives doivent s'inscrire scrupuleusement dans le respect de l'ordre constitutionnel, dans le respect des institutions constitutionnelles et démocratiquement établies et en se conformant aux principes et aux normes de la démocratie et de l'état de droit. Je crois que le reste est une question de volonté de part et d'autre. De notre côté, cette volonté existe et je voudrais profiter pour lancer un appel au nom du gouvernement pour que, conformément à ce qui vient d'être dit de la part des facilitateurs, chacun sache faire preuve de modération et de retenue pour permettre le bon aboutissement des efforts qui sont en cours. Eh bien, vous l'avez suivi, nous l'avons suivi d'ailleurs ensemble. Gilbert Bahara, pensez-vous que ces propos ont transverti le communiqué ayant sanctionné donc la rencontre du 27 juin dernier, quand vous l'avez écouté tout à l'heure ensemble avec nous? Non. Je l'ai écouté. Je ne sais pas si c'est cette bande-là que j'ai écoutée tout juste au sortir des discussions la dernière fois. Mais je crois que M. Bahara, au sortir des discussions de la dernière fois, avait martelé, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai la bande avec moi, avait martelé surtout que
tout sera mis en œuvre pour que les élections tiennent le 28 novembre prochain. Mais au-delà de tout cela, il faut faire des clarifications parce que aujourd'hui et plus que jamais, nous avons entendu M. Alpha Condé sur RFI et sur France 24. Et quand je fais mention des propos de M. Alpha Condé sur France 24, il disait en substance ceci. Le président a accepté que l'organisation, que l'opposition puisse faire des manifestations, qu'elles ne soient pas interdites, mais que ça soit en accord avec les forces de sécurité pour que ça n'aboutisse pas aux morts et à la destruction de biens publics. Fin de citation. Je voudrais juste m'arrêter sur ce point et vous faire certaines confidences. Allez-y. Au cours des discussions, à 2 février la dernière fois, les indiscrétions reçues de part et d'autre, surtout de la part des responsables de la coalition, faisaient état de ce que les délégations du parti au pouvoir et du gouvernement togolais ont balayé de revers de main les propositions de la coalition. Et qu'est-ce que la coalition proposait? La coalition a proposé un truc en 8 points, notamment la libération des autres prisonniers politiques. Aujourd'hui, on ne les qualifie plus de prisonniers politiques, on les qualifie d'otages. Parce que si, dans une situation, il y a eu trouble à l'ordre public et leurs auteurs ont été arrêtés, il faut qu'on fasse le bilan de ceux qui n'ont pas eu à respecter la Constitution, qui sont sortis, qui ont fauché la vie à certains citoyens togolais. Autrement dit, ceux qui sont auteurs des assassinats des militants de l'opposition, ils sont où? Il faut situer les responsabilités. Et donc, il y a cette proposition qui a été faite. Il y a d'autres qui ont aussi suivi. Mais quand je vous fais part de ces genres de confidences, c'est juste pour vous dire que aujourd'hui, ceux qui sont appelés ministres au Togo doivent faire une évaluation de leur poids politiquement parlant. Parce que si à un moment donné, les facilitateurs se sont rendus compte qu'ils ont balayé de revers de main les propositions du camp adverse et que finalement les facilitateurs ont dit nous ne pouvons pas éternellement continuer comme cela parce que, comme le dit l'adage, Mina, donc, c'est-à-dire que le chef de l'État, c'est-à-dire celui qui est le patron de la République, ne peut pas être présent et que nous allons perdre notre temps à faire un dialogue de sourds avec ses mandants. Il faut le faire appel. Vous vous rappelez que c'est dans ce cadre que M. Alpha Condé a fait appel à M. Fornasimbe. Et vous écoutez ce qu'il dit. Alpha Condé, je pourrais vous le citer. Alpha Condé a également dit sur France 24, en marge bien sûr du sommet de l'Union africaine qui se tient à Nouakchott, le président guinéen a tenu à clarifier les choses. Il disait, nous n'avons pas appelé à des élections au Togo. Le problème qui se pose, c'est que l'opposition reproche au gouvernement de préparer des élections sans consensus. Nous avons demandé que le Parlement actuel reste en place jusqu'à l'élection d'un nouveau Parlement et que le gouvernement arrête la préparation des élections. Évidemment,
Il serait irresponsable de notre part de ne pas donner une date indicative. Nous avons seulement donné une date indicative. Nous n'avons pas appelé à des élections. Et quant à l'issue de la crise, le facilitateur guinéen a estimé que les positions sont très tranchées malgré quelques acquis. Il y a eu, dit-il, quelques pas. Ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations ont été libérés. Le gouvernement a accepté que l'opposition puisse reprendre ses manifestations en accord avec les forces de sécurité pour que cela n'aboutisse pas à des morts ou à des destructions des biens publics. Au début, après ma rencontre avec les opposants, on a même libéré des imams alors qu'on les accusait de djihadisme. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès, mais nous sommes loin de la solution. Les positions du pouvoir et du gouvernement sont très éloignées, mais nous ne désespérons pas. Nous pensons que progressivement, nous arriverons à les amener au consensus. Déjà, il y a 2 acquis fondamentaux, les élections à 2 tours et la limitation des mandats à 2. Et Christian Trimois, ancien ministre, membre de la délégation du gouvernement, qui était sur Canal FM, a également rappelé que ce n'était pas, le communiqué ne donnait pas une date, disons, arrêtée, mais c'était une date indicative, en recadrant un peu ou en expliquant les propos de Gilbert Bawara. Je crois que dans ce concept, je ne voudrais pas dialoguer ou parler de ce que M. Trimois a raconté sur la chaîne Canal FM. Mais je voudrais revenir sur ce qu'il a dit de très délicat et de dangereux sur les manifestations. Parce que quand je fais recours à mes prises de notes par rapport à ce que le président Condé a dit concernant les manifestations, il a été clair. Le président a accepté, je le cite, le président a accepté que l'opposition puisse faire des manifestations, qu'elles ne soient pas interdites, mais que ça soit en accord avec les forces de sécurité pour que cela n'aboutisse pas aux morts et à la destruction des biens publics. Fin de citation. Monsieur Trimois n'était pas dans la même dynamique par rapport aux manifestations. Et il a même menacé. Il avait dit, monsieur Christian Trimois avait dit que voilà, les manifestations sont autorisées, mais la circulation des armes, je le cite, sans les armes, en attendant, l'opposition togolaise a le feu vert pour la reprise des manifestations, écrit un de nos confrères sur toute l'étendue du territoire national. Sans les armes qui sont recherchées, tous ceux qui participeront à ces manifestations doivent comprendre que le gouvernement ne sera pas responsable de tout ce qui adviendra, prévient donc Christian Trimois. Vous savez, Elie, oui. dis-moi, pour chercher 2 armes. Est-ce que ces 2 armes qui sont... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, c'est ce que j'ai appris de la bouche de certains acteurs. On parle des armes perdues. Des armes perdues. Dis-moi, on a mené... Vous savez qu'on a mené des expéditions dans ces localités-là. Et moi, j'ai vu à la télévision nationale des expositions d'armes à feu qui sont pour la plupart d'armes de chasse, d'armes blanches et des amulettes. Mais on a pu faire ces genres d'expéditions et 10 mois après, on parle encore de perte d'armes alors que nous savons comment opère le service de renseignement du Togo. Nous savons comment opèrent les forces de sécurité en matière de sécurité. Il a dit que certains sont rentrés dans les pays voisins, au Ghana ou au Bénin, avec ces armes. Ce qui me choque, c'est que il est question, lorsque il y a manifestation, d'informer l'autorité pour que l'autorité encadre la manifestation. Moi, je crois qu'à partir du moment où il y a présence d'agents de sécurité pour encadrer la manifestation, je ne suis pas sûr qu'il y aurait encore de grabuge. C'est ce que dit la loi, encadrer. Et puis, mettre en déroute ceux qui auront la mauvaise intention ou prétention de faire usage
d'une quelconque arme. Mais vous savez que c'est un peu ridicule et rigolo que dans une république qu'on se mette à chercher pendant 10 mois, avec tout ce que nous avons comme services de renseignement, services généraux et tout ça, 2 armes. C'est vous qui l'estimez à 2 peut-être. Non, je vous dis que c'est ce qu'ils ont dit. Je vous faisais tout à l'heure le compte rendu de ce que le facilitateur n'est pas arrivé à convaincre les délégations du pouvoir et du gouvernement, et il a fallu qu'on fasse appel au chef de l'État lui-même. Est-ce que le chef de l'État était arrivé pour traiter de la question liée au dialogue directement, ou il était venu voir ses pairs? Non. Les indiscrétions ont fait état de ce que, lorsque ça a chopé au niveau de ces éléments, les facilitateurs étaient obligés de l'appeler. Il y a eu des phrases qui sont sorties, genre, dans une république, il n'y a pas de président. C'est-à-dire qu'il y avait au sein même de ces 2 délégations-là, inféodées au pouvoir, des gens qui ont voulu prendre la parole et en parler, lorsque le ou les facilitateurs ont dit, mais écoutez, nous avons déjà entendu votre patron, vous n'avez plus rien à dire. En réalité, je vous rappelle une chose très importante. Si nous avons pu écouter aujourd'hui ces genres de phrases et ces genres de comportements qui ont eu cours au cours de cette rencontre-là, c'est juste pour rappeler à ceux qui se disent aujourd'hui ministres du gouvernement au Togo que la formule sur instruction du chef de l'État a payé. Ça veut dire que eux-mêmes, ils n'ont pas de poigne. Parce qu'ils ont toujours juré par le chef de l'État. Alors que vous avez un cabinet à gérer. C'est comme si eux-mêmes, ils n'ont pas une tête là pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Et je dis aujourd'hui que cette formule-là, honteuse sur instruction du chef de l'État, a conduit aujourd'hui les facilitateurs à mettre de côté tous ceux-là qui sont adeptes de cette formule-là honteusement et à s'adresser au chef de l'État lui-même. Mais Défense Akpaki, vous convenez avec moi que ils font la politique quand même, ils restent dans la vision politique du chef de l'État. Mais pourquoi ne sont-ils pas arrivés à répondre à tout ce que les facilitateurs leur demandaient la dernière fois? Il a fallu qu'on fasse appel au chef de l'État. Pourquoi? Dites-moi. S'ils sont dans la dynamique, pourquoi? Dites-moi. Je vous dis que c'est une formule honteuse. Parce que lorsqu'ils disent sur instruction personnelle du chef de l'État, mais eux-mêmes, ils n'ont plus d'initiative. Au cas contraire, il faut écouter celui-là même qui est le patron. C'est ce que les chefs... Mais c'est ce que, bon, pour être beaucoup plus précis, c'est ce que M. Alpha Condé a dit à certains membres de la délégation du gouvernement et du pouvoir. Vous comprenez? Et moi, je me dis que quand ça se passe comme ça, ça devient un truc qui rend ridicule nos autorités. Parce que vous vous rendez compte que ces messieurs qui sont venus pour nous aider peuvent aller raconter ailleurs que les ministres togolais n'ont pas de pouvoir de décision. Mais ici, nous parlons d'une crise politique. Vous savez, je rappelle une fois encore que les propositions dans un premier temps de la coalition ont été balayées de revers de main par les représentants du pouvoir et du gouvernement. Et il a fallu que le chef de l'État lui-même vienne. Et c'est lui qui a accepté. Mais j'ai cité tout à l'heure les phrases de M. Alpha Condé sur France 24 et sur RFI. Vous savez que au sortir des discussions, les déclarations de M. Bawara, ce sont ces déclarations-là qui ont envenimé encore la situation. Et il a fallu aujourd'hui une clarification de M. Alpha Condé sur
ces chaînes étrangères-là. Mais bien avant Alpha Condé, Trimois l'a dit, il disait donc que le ministre Bara n'a pas dit que les élections doivent se tenir donc le 28 novembre dernier et que c'était une date indicative. Mais qui est-ce qui a provoqué maintenant le remous au sein de la classe politique togolaise par rapport à l'organisation des élections? C'est qui alors? Et l'opposition dit qu'elle n'ira pas aux élections sans les réformes. Vous savez très bien, j'ai écouté également le chef de l'État quand il était au Nigeria la dernière fois, et la transcription de tout ce que le chef de l'État a dit par rapport à certains propos de M. Alpha Condé ne sont pas les mêmes. Parce que le chef de l'État, quand il était au Nigeria, disait qu'il a trouvé un accord avec ses opposants. Mais quand vous faites lecture de ce que M. Alpha Condé dit, c'est deux situations qui ne sont pas identiques, qui ne sont pas semblables. Parce que au moment où le chef de l'État dit avoir pris langue avec l'opposition et aujourd'hui les deux parties sont d'accord, Monsieur Condé dit, mais on est encore très loin de la solution parce que les positions sont très éloignées, mais nous ne désespérons pas. Fin de citation. Mais à quoi joue-t-on maintenant? Eh bien, Ildefonse Akwaki, vous le savez très bien, tout le problème qui se pose aujourd'hui dans la crise sociopolitique togolaise, c'est la candidature de Faure Gnassingbé. Et Marc Perelman a posé la question à Faure Gnassingbé, a posé la question plutôt à Alpha Condé. Il dit, Faure Gnassingbé cherche-t-il à s'accrocher au pouvoir en manipulant donc la Constitution? À cette question, le président Condé a répondu. Il dit, nous faisons confiance au président Faure et tout comme nous faisons confiance à l'opposition. Je dis clairement que nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État qui se soutiennent entre eux, mais nous ne sommes pas non plus des pyromanes. Ce qui importe pour nous, c'est qu'on tienne compte de la volonté du peuple togolais et qu'il y ait un gouvernement qui l'accepte et qui représente ses intérêts et que le pays se développe. Alpha Condé revient toujours sur le fait qu'on puisse tenir compte de la volonté du peuple togolais. Mais cette volonté s'exprime, Ildefonse Akwaki, à travers les urnes. Est-ce qu'il faut aller aux élections dans des conditions antérieures où il y a eu contestation? Parce que personne ne viendra nous dire, du moins c'est à moi Ildefonse, que ce ne sont pas les élections qui sont source de conflits et de crises dans notre pays. Autrement dit, pour éviter cela, il faut un consensus. Il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez, Mamadou Issifou du Niger l'a dit la dernière fois. Tout haut et fort, je ne suis plus candidat. Je suis dans mon deuxième mandat et je respecte la constitution de mon pays. Aujourd'hui, j'ai pu écouter M. Faure Gnassingbé qui disait en substance, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Fin de citation. M. Faure Gnassingbé est dans son 3e mandat. Vous le reconnaissez avec moi? Tout le monde le sait très bien, c'est un fait. Alors, 3e mandat, lorsqu'il dit qu'il faut limiter les mandats à 2 ou à 3, il cherche encore un 4e mandat. Est-ce encore l'expression d'une démocratie? Toute expression de démocratie s'évalue à travers les urnes. Oui, mais je vous dis que c'est lui-même qui a dit qu'il faut limiter les mandats à 2 ou à 3. Il est dans son 3e mandat et il ne veut pas dire à son peuple un 4e mandat, je n'en veux pas, je pars comme les autres également. Vous savez que le nœud de la crise togolaise, c'est la participation ou non de M. Faure Gnassingbé aux prochaines échéances électorales. Mais si aujourd'hui lui-même, il ne s'exprime pas sur sa participation ou non, et qu'il dit aux autres, parce qu'il a dit à la suite d'une conférence que pour qu'il y ait un enracinement de la démocratie, il faut limiter les mandats, je ne vois pas à qui il s'adresse, parce que justement, il est dans son 3e mandat. Il en cherche encore un 4e. Mais je me demande si il n'y a que M. Faure Gnassingbé
au sein du parti UNIR qui soit candidat. Est-ce que les autres cadres UNIR n'ont-ils pas la compétence d'être promus ou d'être présidentiables? C'est la grande question. Personne ne redoute les élections au Togo, mais retenons que les élections mal organisées ont été toujours source de conflits. Et elles sont encore aujourd'hui la source même de la crise que nous traversons. Eh bien, Ildefonse Akpaki, merci pour votre analyse. Notre deuxième invité, M. Kelewu, nous vous laissons la lecture de vous présenter. Dites. Kelewu, Kate, je suis docteur en traitement des eaux et j'interviens à l'université, plus précisément à l'Esteba. Et aussi, je suis consultant sur les questions de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Et je suis membre, un militant du parti UNIR. Militant du parti UNIR, très actif sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela d'ailleurs, nous l'avons donc invité pour débattre de l'actualité sociopolitique avec nous ici sur la Super Radio Métropolis Lomé. Eh bien, Monsieur Kelewu, vous suivez de près l'actualité sociopolitique du pays et le communiqué a sanctionné, bien sûr, la rencontre du 27 juin dernier et suscite polémique sur la question des élections. Et beaucoup disent donc que les facilitateurs n'ont pas dit qu'il y aura élection en novembre 2018 et que c'était une date indicative. Hier encore, le facilitateur président guinéen Alpha Condé l'a précisé que c'était donc une date indicative. Dans cette situation, beaucoup se demandent, est-ce que les élections s'imposent ou pourraient-elles se tenir dans la situation sociopolitique actuelle? Et je vous remercie, Elie, d'abord pour l'invitation et je profite de l'occasion pour présenter mes excuses aux auditeurs pour mon retard qui était indépendamment de ma volonté. Par rapport à la question sur la tenue des élections le 28 novembre ou bien en novembre, et que ce soit le ministre Trimois, il a précisé que c'était une date indicative. Et hier encore, le président Alpha Condé l'a dit. Mais ce que nous devrons, dans le communiqué, il y a deux parties. Il y a les facilitateurs encouragent les deux parties à aller vers le consensus. C'est à aller vers le consensus. Ce qui est très important. Le consensus. Le consensus. Les facilitateurs aussi ont demandé la suspension du processus électoral tout en indiquant une date. Ce qui veut dire que la suspension du processus électoral, c'est pour encourager l'opposition et le pouvoir à travailler de commun accord pour la préparation des prochaines élections législatives. Mais toutefois, il faut tenir compte que les facilitateurs prévoient ou bien envisagent une autre option, c'est-à-dire si les deux camps, l'opposition et le pouvoir, n'arrivent pas à s'entendre, est-ce qu'on n'aura pas d'élection? Est-ce que le Togo va rester sans élection législative? C'est un point très important. Puisque d'ailleurs, le facilitateur Alpha Condé a dit que les positions sont très éloignées aujourd'hui. Effectivement, l'opposition propose des choses qui sont en contradiction avec ce que le pouvoir propose. Donc, si on arrive à un moment où les deux camps ne se mettent pas d'accord, est-ce qu'on va maintenir l'Assemblée nationale pendant 1 an, 2 ans, pour se retrouver dans le cas du Gabon, où c'est le président de la Cour constitutionnelle qui va dissoudre le Parlement? Ce n'est pas possible. C'est dans cette optique, dans notre analyse, c'est dans cette optique que les facilitateurs ont préféré donner une date indicative au cas où, dans le processus du dialogue, dans le processus du consensus pour la préparation des législatives, du processus électoral, il n'y a pas d'accord, il faudrait aller aux élections à un moment ou à un autre. On n'a pas le choix. Il faut respecter, si on veut faire de la démocratie, il faut avoir des institutions. Si on n'a pas d'institutions, les lois seront votées par qui? Lorsqu'on n'a pas un parlement crédible, qui n'a pas l'onction du peuple, les lois votées par le parlement ne sont pas vraiment... Le peuple peut dire que bon,
On leur a donné 5 ans pour travailler. Ils ont fini leurs 5 ans. Ils devraient partir et d'autres personnes vont revenir. Ou bien ils devraient remettre leur mandat en jeu et le peuple va maintenant leur accorder un autre mandat. Mais dans ce cas, il faut une date. Et les facilitateurs ont donné une date indicative sur laquelle tout le monde doit à un moment s'accorder. On n'aura pas le choix. Nous irons aux élections tôt ou tard. Nous irons aux élections tôt ou tard. Alpha Condé disait ce qui importe pour nous, c'est qu'on tienne compte de la volonté du peuple togolais et qu'il y ait un gouvernement qui l'accepte et qui représente ses intérêts et que le pays se développe. Eh bien, je posais la question à Ildefonse Akpaki de savoir si Alpha Condé... Dans cette phrase, on peut lire ouvertement qu'Alpha Condé revient tout à fait sur les élections qui s'imposeront aux Togolais. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis une chose. Le cadre. Je dis une chose. Ce langage diplomatique est clair. Même si on relève une certaine contradiction dans ce qui a été dit. On vous dit, allez aux élections en donnant une date indicative. Dans le même temps, on vous dit, suspendez les travaux à la CENI. Vous voyez cette contradiction? Ça voudrait dire que tout ce qui avait été fait antérieurement par certains, ça ne vaut plus la peine. Soyez ensemble et faites-le. Oui, il parle de consensus. Voilà, soyez ensemble et faites-le. Bon, maintenant, ce que je voudrais dire à mon ami en face, dans ce pays, c'est comme si nous ignorons l'histoire. Parcourons l'histoire de notre pays et essayons de tirer leçon de certaines choses. La mandature en cours, qui devait avoir l'onction du peuple. Les élections devaient avoir lieu en 2012. Elles n'ont jamais eu lieu en 2012, mais elles ont eu lieu en juillet 2013. En ce moment, personne n'a levé le petit doigt pour raconter tout ce qui se raconte aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que l'article 52 de la Constitution, son dernier alinéa dit, en fin de mandat, ou par destitution de l'Assemblée nationale, les députés restent en fonction jusqu'à l'élection de nouveaux députés. Article 52 de la Constitution togolaise. Rien ne presse qu'on aille aux élections pour que ces élections-là soient encore source de crise. Je répète que la situation que nous vivons depuis belle lurette au Togo sont le fruit des élections truquées, frauduleuses. Mais la dernière en date, quelle a été cette scène piteuse qui est restée dans la mémoire collective, où la loi électorale en son article 8 dit c'est seule la plénière qui est souveraine. Elle est souveraine d'autant plus que tous ceux qui y sont membres doivent avoir les mêmes résultats. Mais diantre que le président de la CENI, je ne sais pas s'il a le don d'ubiquité pour être en deux places. Un être humain, don d'ubiquité. Pendant qu'il appelait ses camarades pour la plénière, pour prendre des décisions, il donnait des résultats. Et ça a encore corsé la crise. Mais maintenant, nous voulons perpétuellement sauvegarder cette crise. Un rappel très important. Lorsque vous parlez de consensus, ce mot a été galvaudé par les autorités togolaises. Vous savez pourquoi? Il y a eu 2 propositions de loi de l'opposition qui sont passées au Parlement par rapport à la réforme constitutionnelle. Vous avez vu ce que ça a donné comme résultat? 2 propositions de l'opposition. Est-on arrivé à trouver un consensus? Le pouvoir a également envoyé le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Ah, donc, lorsque vous rejetez la proposition des autres, et comme vous voulez que les autres acceptent. Mais aujourd'hui, ce qui corse la crise togolaise, c'est ce manque de confiance qu'il y a entre tous les acteurs de la classe politique. Parce qu'à un moment donné, les gens ont signé des accords. Ils ont donné leur parole d'hommes d'État.
Moi, je me rappelle encore. Février 2009, le chef de l'État prend solennellement l'engagement sur FM Liberté en disant « Je ferai les réformes avant la présidentielle de 2010 ». Ça, c'est un homme d'État qui le dit sur une chaîne internationale. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les réformes ont été faites? En juin 2014, il a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Et qui sont ceux qui ont rejeté? Je me rappelle. Selon des indiscrétions, l'opposition n'a pas accepté faire des concessions. Qu'est-ce que vous appelez par concession? Moi, je sais comment fonctionne l'Assemblée nationale à travers son règlement intérieur. D'ailleurs, violé allègrement par les membres du parti UNIR. Vous savez, j'ai parfois aux yeux de dire que la gouvernance pose problème au Togo. J'ai parfois aux yeux de le dire. Quand je parle et je fais allusion au texte, je prends juste dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le point qui demande que lorsqu'un vice-président part de son poste, qu'il fasse quoi? Une lettre de démission du poste. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que M. Selon Klassou a déposé une lettre de démission conformément au règlement intérieur de ceux-là même qui font la loi? Parce que c'est eux les législateurs. Est-ce que vous avez les infos qui ne l'a pas fait? Ah bon? Demandez aux députés. Je ne suis pas professionnel en mensonge. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et vous voyez, lorsque les faiseurs de loi sont les premiers à violer les lois, c'est pas grave ça. Ceux qui sont législateurs de la loi. Le chef de l'État qui parle de délais légaux oubliant les élections locales et municipales, tout comme si ces élections-là ne sont pas inscrites dans la loi fondamentale togolaise. 30 ans après, on n'a plus fait d'élections locales ni municipales. Mais ce sont ceux-là qui nous parlent de la démocratie à la base. La démocratie à la base, c'est permettre aux citoyens de la base de se faire doter, de se faire élire ceux qui doivent les représenter. 30 ans, ils ne l'ont pas fait. La loi lui demande lui-même, et lui fait d'ailleurs obligation de faire l'état de la nation, article 74 là, de la constitution togolaise. 13 ans après, le chef de l'État ne s'est jamais présenté devant les députés. L'article 145 lui fait obligation de déclarer ses avoirs et biens. Est-ce qu'il a une fois fait? Mais non. Eh bien, Ildefonse Akpaki, Fagne Gnassingbé disait à sa sortie d'entretien avec son homologue nigérien Muhammadu Buhari ce vendredi à Abuja, au Nigeria, où il s'est rendu, nous avons besoin d'organiser d'autres élections. Fagne Gnassingbé, le chef de l'État togolais bien sûr, s'est adressé à la presse. S'exprimant en anglais, M. Gnassingbé a longuement parlé de son pays, de la crise qui le secoue depuis le 19 août 2007 et des solutions envisagées pour juguler cette crise et passer à autre chose. Le président togolais a d'abord fait savoir à la presse que son pays, après les soubresauts politiques de ces derniers mois, jouit désormais d'une situation paisible et calme. Nous avons fait beaucoup de progrès grâce à l'implication des pays voisins et des présidents ghanéens et guinéens qui sont les facilitateurs désignés de la crise au Togo. Eh bien, Kéléou, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les positions telles que le chef de l'État, Fagne Gnassingbé, l'a exprimé, la crise tire à sa fin? Je pense que nous allons vers la fin de cette crise. Puisqu'aujourd'hui, on ne parle même plus beaucoup des réformes, on parle plus des élections. C'est déjà une avance. Parce qu'avant, on parlait beaucoup plus de réformes. Maintenant, les gens se focalisent sur les élections. C'est-à-dire comment les élections-là vont se dérouler. Avant de continuer, je vais rebondir sur un point de M. Ildefonse Akpaki qui parlait des élections de 2013. Alors que la mandature 2007 finissait en 2012. Mais il faut aussi se rappeler que avant de proroger, par exemple, le mandat des députés, que la Constitution, l'article 52 de la Constitution même garantit, il y avait un accord entre les partis politiques. C'est cet accord entre les députés et les partis politiques qui a permis. Parce qu'il y avait une crise aussi, il y avait un début de crise en 2012. On se rappelle des mouvements du CST. Du CST du 12-13 juin 2012. Tout cela avait entraîné un dialogue. On se rappelle, dialogue Togo Télécom et où, qui ont permis à la classe politique de se mettre d'accord sur
un calendrier électoral. C'est ça qui nous a permis de faire des élections en 2013. Mais actuellement, est-ce que les acteurs politiques se sont mis d'accord sur un calendrier électoral? Non. Non. Tant que les acteurs politiques ne sont pas encore mis d'accord sur un calendrier électoral, on devrait être dans le délai légal. Ce qui permet de dépasser le délai légal, ce sont des accords. Mais il n'y a pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord, c'est normal qu'il y ait une date qui soit indiquée. Donc actuellement, ce que le peuple demande aux acteurs politiques, c'est de pouvoir se mettre d'accord sur un calendrier électoral. Ce serait un grand pas. Je pense que ça va faciliter et même apaiser énormément de choses. Donc nous demandons aux acteurs d'arriver à ce point et trouver un accord sur un calendrier électoral. Ce qui devait être fait et sera fait. Mais s'ils n'arrivent pas, nous serons dans une situation vraiment délicate. Parce que le gouvernement serait poussé par le délai légal, même si l'article 52 dit que les députés peuvent rester en position ou bien en poste jusqu'aux prochaines élections. Mais le gouvernement c'est le gouvernement qui garantit la légalité. Donc le gouvernement doit suivre cette légalité. Mais ce que nous voulons, ce sont des accords entre les deux parties et un calendrier électoral. Ça permettra à tout le monde de pouvoir se projeter vers l'avenir. Ça, c'est d'un point. Par rapport à la crise, si nous prenons les 3 derniers mois de 2017 et le début de l'année 2018, on voit qu'il y a une accalmie. Avant, on parlait du départ de Faure comme... c'est le premier point. Est-ce que cette accalmie suffit pour aller aux élections? Cette accalmie, c'est un pas. Est-ce qu'on peut aller aux élections? Qu'est-ce qui empêche d'aller aux élections aujourd'hui? C'est un accord. Mais l'accalmie peut nous permettre d'aller aux élections. Parce que même les partis politiques, l'ANC fait campagne. L'ANC a un pré-campagne. Vous pensez que l'ANC est en campagne aujourd'hui? Les réunions politiques que l'ANC organise à travers le pays. C'est presque tous les partis de la C14 qui les organisent. L'ANC a fait des réunions à Lomé ici. L'ANC, uniquement que l'ANC. A fait encore un meeting le dimanche dernier. Le dimanche. Est-ce que c'est inscrit dans un processus électoral? Tous les leaders de partis politiques sont en train de préparer les prochaines élections législatives. Officiellement, ils ne le disent pas, mais leur acte, chaque jour qu'ils posent à travers le pays, de Lomé, d'Aniho jusqu'en 5C, nous indique que tout le monde prépare le terrain pour une possible élection. Parce que l'accord dont on parle, le 31 juillet, le 21 juillet, lors du sommet de la CEDEAO, la feuille de route de la CEDEAO... Le 31 juillet prochain. Le 31 juillet prochain. La feuille de route de la CEDEAO peut précipiter la chose. Ah bon? S'il y a une feuille de route de la CEDEAO qui est contraignante et qui oblige les acteurs politiques à aller dans ce sens, et que sur cette feuille de route, le calendrier est indiqué, les acteurs politiques iront aux élections. La C14 dit qu'elle ne se soumettra pas à une décision de la CEDEAO qui irait contre ces propositions ou qui ne l'aménagerait pas du tout. Ces propositions, nous avons une idée des principales propositions de l'opposition. Le départ de Faure, maintenant, il laisse ça un peu de côté. La transition sans le président Faure. Mais pourquoi on va faire une transition au Togo? C'est quoi la transition n'a pas lieu d'être. Pourquoi on parle de pour les transition? acteurs politiques de l'opposition, cette transition devait permettre à ce qu'on puisse faire les réformes et permettre d'assainir également le cadre électoral pour aller à des élections qui puissent garantir une certaine transparence. Nous n'avons pas besoin de transition. Nous avons un président qui est élu pour 5 ans. Nous avons une Assemblée nationale qui est en fin de mandat. Il faut permettre à l'Assemblée nationale de réformer le cadre électoral s'il y a lieu d'être. Jusqu'alors, l'opposition, à part le parti, le NET, qui a fait des propositions concrètes par rapport à l'amélioration du cadre électoral, aucun parti de la coalition C14 n'a fait des propositions concrètes pour améliorer. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, il faut plutôt accentuer le débat sur l'amélioration, l'assainissement du cadre électoral? De mon point de vue, le point principal qui aurait dû être inscrit lors du dialogue, c'est le cadre électoral. Parce que on dit la souveraineté appartient au peuple. Comment peut-on donner cette souveraineté au peuple si on ne va pas aux élections? Et si pour aller aux élections, il faut avoir un cadre électoral
qui met d'accord tous les acteurs politiques. Donc, le point sur l'accord et le cadre électoral devait être primordial dans les discussions. Dès que les acteurs politiques sont d'accord sur le cadre électoral, nous allons aux élections. Les députés qui sont là, si on peut faire les réformes actuellement avec l'Assemblée, les partis politiques se mettent d'accord, on les fait. Sinon, les élections peuvent nous permettre aussi d'aller aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le parti qui gagne, ou bien la coalition de partis qui aura les 2/3 ou bien les 4/5 pourra faire les réformes dont on veut. La Constitution, aujourd'hui on nous parle de retour de C92, la Constitution de 92 originelle. C'est la Constitution de 92 originelle qui donne le processus de réforme constitutionnelle. En 2002, la réforme constitutionnelle a été faite selon la Constitution. La Constitution n'a pas été violée en 2002 lorsqu'on faisait la réforme. De la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, si on veut faire les réformes, c'est soit à l'Assemblée, soit On passe au référendum. on passe au référendum. On n'a que les deux choix. On peut revenir un peu en arrière. Si on pouvait faire les réformes lors d'un accord politique global, on aurait pu faire ça en 2006. Pourquoi on n'a pas pu faire les réformes lors de la PG? Donc, Parce à vous comprendre, aucune réforme ne pourrait être faite sous des accords. non, les accords permettent peut-être d'écrire le texte. C'est tout. À part le texte, aucun accord ne peut permettre de faire une réforme. Les accords, on écrit un texte. Soit le texte passe à l'Assemblée, soit on envoie le texte au référendum, ou bien ça passe à l'Assemblée et ensuite au référendum. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution que les réformes constitutionnelles peuvent se faire entre 2 ou 3 partis politiques? Non. Les partis politiques, certes, ont une légitimité. Mais lorsqu'on prend la C14 aujourd'hui, il y a des partis politiques là-bas qui ne sont jamais aux élections. Or, qu'est-ce qui donne une légitimité à un parti politique? C'est le suffrage. C'est le suffrage qui donne une légitimité à un parti politique. Mais les partis politiques là-bas, ils n'ont aucune légitimité, à part 2 ou 3 partis qui ont une légitimité issue du suffrage universel. Les autres n'en ont pas. Les autres n'en ont pas. Donc, pour avoir des réformes, ce sont les élections. Et on a dit, et la Constitution nous dit que la souveraineté appartient au peuple, ou bien le peuple peut utiliser cette souveraineté à travers ses représentants. Donc il y a la souveraineté qui appartient au peuple. Donc on peut aller au référendum, ou bien le peuple peut jouir de cette souveraineté à travers ses représentants et qui sont à l'Assemblée. Donc nous devrons, il faudrait, lorsqu'on écoute le chef de l'État, la situation s'est apaisée. Lorsqu'on écoute le chef de l'État veut que le pays avance. Et pour que ce pays avance, il faut qu'il y ait de la calmie. Et pour aussi avoir de la crédibilité et sur le plan international, on ne peut pas avoir une assemblée qui est hors délai. Une assemblée hors délai pendant 1 an, 2 ans n'est pas crédible. Ni sur le plan local et ni sur le plan international. Eh bien, Ildefonse Akwaki, tout d'abord, ma question à vous. Kelou pense qu'aucune tradition ne pourrait être justifiée dans la situation actuelle togolaise. Non, c'est son opinion que je respecte. Je ne la partage pas, mais je respecte son opinion. Il a dit 2 choses. Je reviens sur ces 2 choses-là. Oui. La souveraineté appartient au peuple. C'est ce qui se dit. Et ça s'exprime à travers les unes, dit-il. Alors, je voudrais qu'il sache que aujourd'hui, le problème togolais, c'est qu'on est la vérité des urnes. La vérité des urnes au Togo. Et donc, il faut revoir le cadre électoral. Et je suis d'accord, je l'ai dit. La vérité des urnes au Togo doit être primordiale. Nous ne pouvons pas aller aux élections et que ce qui est sorti des urnes soit différent de ce qu'on nous dit. Moi, je reviens encore sur cette scène piteuse de M. Tafatabiou parce que ça a marqué. Et donc, c'est pour éviter toutes ces... Non, j'en viens. Vous ne pouvez pas travailler consciencieusement et lorsque vous avez les résultats au cours de la lecture, que vous dites aux gens qu'on me fait savoir qu'il y a des erreurs ici. Mais c'est des bêtises que l'histoire a retenues. Il faut éviter cela. 1. 2. Il parle d'accords. Vous savez pourquoi les accords n'ont jamais marché au Togo? C'est la mauvaise foi de ceux qui nous gouvernent. Je le dis et je l'assume. C'est leur mauvaise foi qui fait que cette crise-là perdure. Vous pensez qu'ils en sont responsables entièrement? Mais vous imputez la responsabilité de l'échec de ces accords à qui?
Quand vous interrogez ceux du pouvoir, ils disent également que l'opposition n'est pas claire, n'a jamais été claire dans cette position. Quel genre de position? Ceci, quand vous allez donc discuter avec eux, ou vous allez à un dialogue, ils demandent autre chose. Non, je vais vous dire ce qui caractérise leur mauvaise foi. Aujourd'hui, vous parlez d'élections aux gens. Et des formations politiques réglementairement reconnues par l'État, vous leur interdisez de faire des manifestations dans certaines villes. Au même moment, vous leur demandez de venir pour qu'on aille aux élections. Ils vont faire comment la campagne? Parce que le dernier en date, c'est qu'on a empêché le professeur Oulou de tenir même une réunion dans une salle. Or, tout le monde sait aujourd'hui que M. Oulou, il est responsable d'une formation politique légalement constituée et reconnue par l'État togolais. 2. Il a dit tout à l'heure, même si ça ne se passe pas bien, le gouvernement sera obligé d'organiser les élections. Ça, on le sait. Ça, le passage en force est un leitmotiv du gouvernement de M. Fornia Singbe. Est-ce que c'est comme ça qu'il a exprimé? Non, mais il a dit tout à l'heure, je suis juste à côté de lui. J'en viens. Lorsque le délai constitutionnel sera imparti et qu'on ne trouvera pas de consensus, c'est ce qu'il a dit, et qu'on ne trouvera pas de consensus, le gouvernement togolais sera obligé d'organiser les élections. Le passage en force. Ah, mais vous voulez que je dise maintenant que c'est un système de gouvernance érigé également? Oui. Maintenant, la dernière chose, c'est lorsque vous parlez d'accalmie, moi, ça me fait sourire. Les manifestations qui sont interdites. Le chef de l'État, le chef de l'État sait. Il est le chef suprême des armées. Qu'est-ce que l'armée cherche dans les rues? Qu'est-ce que l'armée cherche? Sécurité oblige. Vous avez entendu le ministre de la Défense ou le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, constitutionnellement parlant, faire une sortie et dire que le Togo a été assailli? Parce que la mission régalienne de l'armée, de toute armée au monde d'ailleurs, c'est la protection de l'intégrité territoriale contre qui? Les envahisseurs. Mais avez-vous appris d'une autorité sécuritaire que le Togo a été assailli pour qu'on sorte des militaires et des engins lourds? Vous l'avez appris, vous? Mais pourquoi vous parlez d'alcalmie? Pourquoi vous parlez d'alcalmie? Ces militaires qui sortent, qui brutalisent les gens. Mais vous voulez que je vous montre des vidéos? Allez sur la Gazette du Togo, vous verrez. Est-ce que vous avez jamais entendu, mais vous l'avez entendu, une autorité sécuritaire togolaise vienne vous dire que le Togo est agressé? C'est pourquoi on a demandé à l'armée de sortir et de faire ce que l'armée fait. Et vous parlez d'accalmie? Mais vous êtes sur Jupiter ou bien vous êtes aussi sur la planète Terre? Je vous ai cité juste le chef de l'État. Mais non. Le chef de l'État togolais, diplomatiquement parlant, c'est ce qu'il se dit. La réalité, c'est que il y a pas 3 mois, on a pris en otage les responsables de la coalition au siège de la CDPA. Et qui sont ceux qui ont fait ça? Ce sont des militaires. Les images sont là aujourd'hui qui parlent. Pourquoi vous parlez d'accalmie? Des grenades lacrymogènes et autres qui ont été balancées au siège même et dans les maisons aux alentours. Les militants qui ont été tabassés. Pourquoi vous parlez d'accalmie? Vous savez ce que la Constitution dit? La Constitution dit, lorsqu'il y a ces genre de choses-là, ce sont les services ou bien les agents de sécurité qui le feront. Mais lorsque vous faites sortir l'armée et que vous avez vu des pick-up sur lesquels on met des armes de destruction massive pour juste une manifestation publique, et vous parlez d'accalmie, mais vous, je vous trouve un peu bizarre. Je comprends pas. Vous êtes dans le même Togo que moi. Je vous ai cité Fornia Singbe. Monsieur Fornia Singbe est en total déphasage avec ce qui se passe dans son pays. Eh bien, Kéléou, un dernier mot très rapidement. Oui, par rapport à la présence des militaires dans nos rues certains jours, il faut se dire certaines vérités. Nous sommes dans une sous-région où la stabilité est menacée. Et nous ne pouvons pas, les autorités sécuritaires ne peuvent pas prendre le risque de ne pas assurer la sécurité de la population. Il faut communiquer. Certes, c'est écrit que les militaires doivent garantir l'intégrité territoriale. Même en France, il y a 10 000 militaires qui sont à Paris.
pour assurer la sécurité des installations. La présence des militaires dans nos rues, c'est pour le bien de la population. Même lors des manifestations, on ne dit pas que ce sont les manifestants qui pourront faire quelque chose. Mais il faut savoir que lorsque certaines personnes ont de mauvaises intentions, ces personnes profiteront toujours de ces situations de manifestation pour pouvoir semer du désordre ou bien attaquer le pays. Et les dispositions prises par le ministère de la Défense sont en total accord avec ce que nous voulons. La sécurité d'abord. Sans la sécurité, aucun développement n'est possible. Merci. Merci à vous, Monsieur Kéléou. Je rappelle que vous êtes activiste, bien sûr, du parti UNIR. Et merci également à vous, Idelphonse Akpaki, directeur de publication du journal en ligne, la Gazette du Togo.com, sur le site sur lequel vous pouvez également retrouver cette émission Actu Débat. Merci également à vous tous qui nous avez suivis sur la 97.1. Merci à toute l'équipe de à toute l'équipe technique pour l'assistance. Au micro, Liklingoka Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.